Merci Sophie pour cette invitation à participer aujourd'hui à ce webinaire. Bonjour à tout le monde depuis La Réunion. Il ne fait pas grand soleil aujourd'hui, donc on n'est pas forcément toujours privilégié ici. Je vais vous parler aujourd'hui du potentiel du Web 2.0, des tâches ancrées dans la vie réelle, un petit peu mon domaine de recherche et mon dada en ce moment. J'en parle en tant que membre de l'équipe ALSIC et puis en tant que coordinateur d'un projet européen au Centre européen des langues vivantes à Graz qui s'appelle e-Lang et donc qui va traiter pendant les années, qui est en train de traiter de ces questions, notamment donc des tâches ancrées dans la vie réelle. Alors, je vais peut-être commencer un petit peu par poser les bases de ce que j'appelle une approche socio-interactionnelle. Donc, c'est de se dire, d'essayer de comprendre comment est-ce que ma réflexion s'est construite. Elle se construit sur le fait que je considère, comme d'autres, que la compétence de communication est d'abord une compétence d'adéquation à la relation dans laquelle la communication se met en place. Autrement dit, être compétent en communication, c'est être capable d'agir en adéquation avec les personnes avec lesquelles on communique ou pour lesquelles on communique. Et il me semble que c'est vrai pour la communication et que c'est vrai pour toutes les actions de façon générale. Autrement dit, si je caricature un petit peu, quelles que soient les choses que je vais les faire en tenant compte des personnes qui sont aussi impliquées en tant que destinataires, en tant que co-auteurs de ce que je suis en train de faire, en tant que personnes qui vont être touchées d'une façon ou d'une autre par l'action que je vais faire. Donc c'est d'avoir constamment en tête, à l'esprit, toutes les personnes qui sont impliquées et de savoir adapter son action, adapter son discours à toutes ces personnes. Ça se fonde donc sur ce que Griot appelle le primum relationis, c'est-à-dire la relation comme élément primairement déterminant de toute action et de toute communication que l'on va faire. C'est d'autant plus important dans l'enseignement des langues, me semble-t-il, que dès que l'on va construire du sens, la construction du sens se fait à plusieurs. C'est-à-dire que le sens n'existe pas, je dirais, à l'extérieur des personnes. Le sens, le sens d'un énoncé va se constituer, va émerger de l'interaction entre les deux personnes. Et on le sait très bien dans la vie de tous les jours, il y a certaines expressions, certains mots qui vont avoir un sens particulier avec une autre personne ou avec d'autres personnes. Et donc on voit que le sens est une question d'interaction entre les personnes. Alors, si on pose cette base, on peut se demander quelles sont les conséquences justement pour la didactique des langues. L'une des premières conséquences, me semble-t-il, c'est de se dire on va essayer de dépasser les limites de la classe de langue et de ces interactions restreintes. Puisque ça a été largement étudié dans les années 80, 90 et encore 2000, on voit que dans les classes de langue, la communication est très fortement marquée par le statut hiérarchique, par la relation hiérarchique enseignant-apprenant, du fait simplement que l'enseignant va à un moment ou à un autre être un évaluateur aussi. On voit que que les élèves se comportent généralement comme des élèves, les apprenants comme des apprenants, l'enseignant comme un enseignant. Et certains, dans les années 80, comme Bange, ont fini par dire finalement, même l'approche communicative, c'est un leurre, parce que du fait qu'il y a cette structure spécifique dans le groupe enseignant-apprenant, la communication n'est pas une véritable communication authentique telle qu'on pourrait la rechercher. L'apprenant sachant qu'il parle toujours à un enseignant et inversement, pareil, quand il écrit, c'est se demander toujours quelles sont les attentes de l'enseignant. Et on le voit aussi, quand un apprenant s'exprime, il y a un phénomène qu'on appelle le double énonciation, c'est-à-dire que d'une part, il dit quelque chose et souvent, il demande si ce qu'il dit est correct. Donc, à la fois, il communique et à la fois, il est conscient qu'il est apprenant de langue et se pose des questions en tant qu'apprenant de langue.
Donc, ce serait, si on part du principe que l'interaction définit la communication, rien que le fait que la communication soit essentiellement une communication au sein du groupe est une limitation, puisqu'on va avoir une communication avec l'enseignant, éventuellement avec les pairs, mais qu'il y aura toujours très peu aussi de communication. On va donc essayer de dépasser la simulation, ou ce que le cadre aussi appelle la répétition, puisque les tâches cibles sont appelées aussi tâches de répétition au sens du théâtre, où on répète quelque chose que l'on va faire dans la vie réelle ensuite, puisque dans la simulation ou dans ce type de tâches de répétition, généralement, le destinataire est simulé, le destinataire n'existe pas, et on le voit souvent dans la production d'apprenants. On se rend bien compte qu'ils ont conscience que ce destinataire n'existe pas et qu'il n'y a donc finalement pas de véritable enjeu et que on va parler, on va écrire essentiellement, primairement, pour apprendre à parler, pour apprendre à écrire. L'idée donc serait de proposer des tâches qui s'inscrivent dans des interactions sociales qui vont dépasser justement les interactions sociales du groupe apprenant-enseignant. Donc aller au-delà de la classe, au-delà de l'institution éducative, et donc d'avoir des tâches qui vont être ancrées dans la vie réelle. Ça demande donc, en quelque sorte, de repenser un petit peu la typologie des tâches, sachant que si on regarde chez les spécialistes comme David Noonan ou dans le CECRL, on verra que pour la classe de langue sont essentiellement prévus deux types de tâches. Les tâches didactiques, c'est-à-dire des tâches assez éloignées de la vie réelle, ce que certains comme Nicolas Guichon appellent souvent les micro-tâches. Donc, ce sont des tâches où on va développer surtout des compétences de communication. Par exemple, la compétence de réception, on va faire lire un texte, on va travailler sur les stratégies de lecture, ou bien même on va faire répondre à des questions. Ce sont des choses, évidemment, que l'on ne fait pas dans la vie réelle. Quand on a lu un texte, il n'y a personne pour nous poser des questions pour savoir si on a bien compris, en gros. Les tâches cibles, qui sont définies comme étant plus proches de la vie réelle, donc des tâches qui vont ressembler à la vie réelle, qui vont correspondre à des choses que l'on ferait dans la vie réelle. Mais on le voit dans le CECRL, on a une sorte de marqueur typologique qui est la vie réelle, mais on reste soit assez éloigné, soit proche de la vie réelle, mais on n'y entre pas. D'où ma proposition d'ajouter des tâches dites ancrées dans la vie réelle. Et donc, puisque aujourd'hui on parle numérique, qui vont se réaliser sur le web 2.0, donc le web participatif, le web social, etc. Alors, pour vous donner une idée concrète de ce que j'entends par tâche ancrée dans la vie réelle, un exemple qui serait donc à réaliser sur le web 2.0, c'est-à-dire sur cet ensemble de sites qui existent maintenant sur Internet, des sites qui permettent d'interagir et qui permettent d'agir dans un cadre social avec d'autres internautes. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le site Wikitravel. Le site Wikitravel est l'équivalent en quelque sorte de Wikipédia, mais on essaie de construire un guide de voyage collaboratif. Alors voilà un exemple pour une ville donc, que vous connaissez, pour ceux qui sont sur place aujourd'hui sur ce webinaire, sur la ville de Besançon. Donc c'est collaboratif, vous voyez, ça ressemble à Wikipédia, chacun peut modifier, peut ajouter quelque chose. Et si vous avez des apprenants qui sont à Besançon, ces apprenants qui sont à Besançon ont probablement quelque chose qu'ils pourraient partager sur Besançon à la communauté internationale des Wikitravelistes. Notamment, j'ai fait un zoom ici sur la partie manger, où vous verrez qu'il n'y a pas encore grand-chose. Donc une répartition en conseils pour manger pour des routards, donc pour un budget limité, classe moyenne, ou bien plein aux as pour un budget très gonflé. Donc vous voyez qu'il y a des possibilités, on peut encore rajouter ici, si on est étudiant à Besançon, rajouter ces bons plans pour aller manger pas trop cher à Besançon, ou bien pour aller manger dans une classe moyenne, une classe de prix moyenne ou une classe de prix plus élevée. Donc vous voyez, là, c'est ça que j'appelle une tâche de la vie réelle, ancrée dans la vie réelle. Elle est ancrée dans la vie réelle puisque ça va demander de tenir compte des interactions sociales en présence.
c'est-à-dire des attentes des internautes. Qu'est-ce qu'un internaute, futur touriste qui se rendrait à Besançon, va attendre des informations qu'il va trouver sur cette page. Et puis, à côté de ces attentes des internautes que l'on peut s'imaginer, parce que soi-même, on s'est retrouvé un jour ou l'autre dans une situation de voyager, de consulter un guide, donc qu'est-ce qu'on en attend? Il y a aussi des règles sociales qui sont définies par le site. Alors là, j'ai fait aussi deux copies d'écran. Une copie d'écran sur une page qui s'appelle Lancez-vous, donc la page des premiers pas sur Wikitravel, où justement on explique au wiki voyageur ce qu'il peut faire. Donc, soyez un expert, votre connaissance et votre expérience comptent pour nous. Donc, on incite, ne vous inquiétez pas de ne pas être à la hauteur. On met un cadre assez informel. On recherche de l'aide, simplement. Le site recherche de l'aide avec toute la bonne volonté des personnes qui pourront expérimenter, faire ce que vous pouvez. Ils le disent bien, vous n'avez pas à écrire un article parfait et entier dès la première fois. On va pouvoir contribuer de façon parcellaire, face à son niveau, etc. Et puis ils le disent, ignorez l'autorité, ne demandez pas l'autorisation, lancez-vous. Donc vous voyez qu'il y a un cadre social ici informel. Dans d'autres cas, justement, le cadre sera plus formel. C'est le cas de Wikipédia, par exemple, où on vous incite quand même à participer, mais les règles sont nettement plus précises et plus exigeantes. Il y a une autre page qui s'appelle à éviter sur Wikitravel, où on vous dira justement d'éviter de ne pas parler d'endroits qu'on n'a pas aimés, ne perdez pas votre temps à déconseiller les voyageurs, il est plus stimulant et valorisant de dire ce qui nous passionne. Il faudra avoir un style mature, donc non commercial et encyclopédique. Donc on voit qu'il y a aussi des éléments qui sont bien précisés au niveau de l'interaction sociale, des règles sociales du site. C'est aussi ancré dans la vie réelle, puisqu'on va avoir une production qui va être socialisée pour des personnes au-delà du monde éducatif, pour des personnes dans la vie réelle, si on voit qu'il y a une sorte de moment d'apprentissage, un lieu d'apprentissage et un lieu de vie réelle et d'utilisation réelle de la langue. Il y a un enjeu réel, puisque ici, on va agir vraiment sur le web. Il y a vraiment des gens qui vont venir lire. Il y a vraiment des gens qui vont peut-être suivre les conseils qu'on va pouvoir donner. Il y a une tâche, je reviendrai dessus, qui existe avant l'activité didactique. Ce n'est pas l'enseignant qui a créé la tâche. La tâche, elle existe, elle est là pour tout le monde. Il y a certaines personnes qui vont s'approprier la tâche et d'autres. S'il y a une évaluation, elle est aussi au sein des interactions sociales, c'est-à-dire que sur un wiki, il y a d'autres personnes qui vont passer derrière, qui vont éventuellement faire des corrections, faire des ajouts, faire des modifications. Donc toute une évaluation sociale qui va se mettre en place, qui me fait dire que finalement, il y a une tâche authentique puisqu'elle répond à ces critères. Alors quand je parle d'un ancrage dans la vie réelle, j'ai parlé pendant un certain temps de tâches de la vie réelle. Maintenant, je parle de tâches ancrées dans la vie réelle parce que je vois un double ancrage. C'est-à-dire qu'il y a un ancrage dans la vie réelle, mais on n'est pas entièrement dans la vie réelle. On est aussi dans une situation d'enseignement-apprentissage. Donc pour moi, il y a un double ancrage. L'ancrage dans la situation d'enseignement-apprentissage, il se fait par le choix des tâches, puisqu'on va choisir des tâches qui vont permettre de mobiliser ou développer les compétences et des connaissances. On va proposer en tant qu'enseignant des activités qui aident l'apprenant à mobiliser et développer ses compétences et ses connaissances, mais il y aura aussi une préparation donc proposée ou une préparation qui va être accompagnée par l'enseignant ou par les pairs évidemment. Donc toute l'action qui se fait dans la vie réelle va être accompagnée par des mesures pédagogiques, didactiques dans le cadre de l'enseignement-apprentissage. Si je résume, en fait, ce double ancrage et cette double authenticité, on la voit sur ce petit tableau que j'essaie de mettre en place. Dans la vie réelle, il y a une action, une véritable communication au sein de l'interaction qui dépasse le contexte éducatif. Dans l'enseignement-apprentissage, il va y avoir aussi des actions, des interactions langagières au sein d'interactions sociales du contexte éducatif, donc entre apprenants et enseignants. Sur la vie réelle, du côté vie réelle, ça va se passer sur des sites du Web 2.0. Du côté de la situation d'enseignement-apprentissage, on va être dans un espace de protégé. Les sites du Web 2.0 peuvent évidemment exposer, puisque tout ce qu'on va faire va être lu, va être éventuellement commenté, va être éventuellement critiqué, évalué.
Et on va avoir par contre l'espace protégé où on va pouvoir préparer, où l'enseignant va être là pour aider, pour suivre, les pairs aussi. Donc pour faire en sorte que la production que l'on va mettre en ligne sera de qualité et pourra être acceptée par la communauté. Du côté de la vie réelle, on a un enjeu socio-interactionnel réel, puisqu'on est avec de vraies personnes en dehors de la vie réelle qui s'intéressent à ce qu'on va faire. Du côté de l'enseignement-apprentissage, on est aussi dans un enjeu, cette fois-ci socio-éducatif. On est là ensemble pour apprendre, pour avancer dans ce qu'on va faire, pour trouver de l'aide, pour réaliser la tâche. En fait, on a une sorte de double authenticité, l'authenticité socio-interactionnelle du côté de la vie réelle et l'authenticité de la situation d'apprentissage. Et en fait, on arrive comme cela, me semble-t-il, à résoudre cette idée de double énonciation qu'on avait tout à l'heure, où dans la classe de langue, l'apprenant qui parle pour dire quelque chose, là il le fait dans la vie réelle, mais il parle aussi pour apprendre et pour demander un retour à son apprenant, à son enseignant, et ça, il va pouvoir le faire dans la situation d'enseignement-apprentissage. Alors, quels avantages est-ce que j'y vois pour l'apprenant? D'abord, la grande diversité et l'authenticité des interactions sociales dans lesquelles il va agir. Il ne va plus être simplement un apprenant et plus tard un usager, mais il va être à la fois apprenant et usager. Le fait de participer aussi au Web 2.0 lui redonne un droit à la parole, lui donne du pouvoir. Il n'est plus simplement un apprenant qui doit apprendre, c'est-à-dire quelqu'un qui ne sait pas et qui va devoir acquérir de la connaissance. C'est aussi un apprenant connaissant, c'est-à-dire qu'il sait des choses sur Besançon, par exemple, et il va se servir du français pour partager avec d'autres internautes francophones. Ça va lui permettre de prendre aussi conscience de l'importance des interactions sociales et de l'importance justement en termes de niveau d'exigence. C'est-à-dire qu'il va se rendre compte que sur certains sites, le niveau d'exigence est plus faible. Sur Wikitravel, on vient de le voir, c'est assez informel, on dit lancez-vous, c'est pas grave si c'est pas exact, etc. Alors que si je participe à Wikipédia, évidemment, il va y avoir un besoin de précision, un besoin de qualité tout à fait différent. Et c'est se rendre compte donc vraiment que selon la participation, selon les personnes auxquelles je m'adresse, selon le site sur lequel je le fais, le contexte dans lequel je le fais, l'exigence n'est pas la même parce que le type d'interaction sociale est différent. Alors, qu'est-ce que ça va demander au niveau du rôle de l'enseignant? Parce qu'évidemment, on le voit, si on fait ce genre de tâches, ça va avoir des implications aussi au niveau des rôles de l'enseignant. Alors, si on commence par ce qu'il n'est pas dans cela, il n'est pas le concepteur de la tâche. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui a trouvé cette tâche, qui a inventé cette tâche qu'il y aurait à faire, mais il est un prospecteur, c'est-à-dire c'est lui qui l'a trouvé. J'aime beaucoup la définition donnée dans le TLFI, donc plutôt que curateur, je préfère prospecteur, puisque la prospection est définie par le TLFI comme la recherche de richesses naturelles du sol ou du sous-sol en vue de leur exploitation. Donc en fait, l'enseignant devient quelqu'un qui va rechercher des richesses naturelles qui existent déjà sur Internet et voir comment est-ce qu'on pourrait les exploiter en cours. Il n'est pas non plus l'évaluateur, on l'a vu, l'évaluateur va être une évaluation sociale sur le site, donc tout à fait différente. Et s'il devient un évaluateur, eh bien tout à coup, les apprenants, évidemment, c'est logique, ne vont plus écrire simplement pour les autres internautes voyageurs, mais ils vont écrire pour l'enseignant, se demandant ce qu'il attend. Donc vraiment, il n'est pas l'évaluateur, il n'est pas non plus le propriétaire ou le gestionnaire de l'espace d'action. Pardon, excusez-moi, je suis un peu malade en ce moment. Donc, il n'est pas le propriétaire ou le gestionnaire de l'espace d'action. Wikitravel ne lui appartient pas, il n'a pas plus de droits que les enseignants, que les apprenants. Il est donc sur un pied d'égalité et il n'a pas de pouvoir particulier à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va proposer des tâches et ça me semble important. Ça, c'est essentiel parce que il se peut que les apprenants refusent de participer. Et personnellement, je préfère que les apprenants refusent de participer à Wikitravel plutôt qu'ils ne le fassent de façon scolaire, puisqu'ils seraient à côté de la plaque, en quelque sorte. Donc, il faut prévoir, en quelque sorte, qu'on va pouvoir faire la tâche sans publication, sans aller sur Internet. L'enseignant étant là pour proposer, pour motiver, pour expliquer qu'est-ce qui peut être intéressant. Et personnellement, je l'ai vu en proposant une activité sur Wikipédia à des étudiants de niveau B2 à peu près. Il y a eu un gros effet de motivation parce qu'ils se sont rendus compte que c'était pour de vrai, que c'était pas simplement pour l'enseignant, etc., etc.
Donc en fait, cette motivation, elle peut tout à fait se susciter. Et l'enseignant va être la personne ressource, la personne conseil qui va accompagner, qui va aider, qui va justement s'assurer que les apprenants réussissent à faire la tâche dans les meilleures conditions. Alors très pratiquement, je voulais vous proposer quand même quelques exemples et puis revenir un petit peu sur le déroulement d'une tâche de ce type-là. En gros, c'est une tâche qui ressemble aux tâches habituelles, aux tâches cibles habituelles, ne s'en démarque pas tant que ça, sauf sur un point qui me semble essentiel, justement, c'est que les destinataires sont en dehors du milieu éducatif, qu'il y a un contrat social différent du contrat pédagogique ou éducatif, avec un enjeu qui dépasse la simulation et la répétition. Alors la préparation va se faire comme d'habitude, je dirais, on va proposer le même genre d'activité pour développer les compétences et les connaissances, mais on va préciser dès le début et faire découvrir dès le début pour qui on écrit, sur quel site, dans quel cadre social, avec quel contrat social, etc. Et quelle est l'intention quand on publie sur un tel site. Et je le préciserai, ce sont des tâches généralement que l'on peut faire sans avoir un accès à Internet, puisqu'il n'y a pas d'interaction directe avec les internautes. Ici, par exemple, dans le cas de Wikipédia, eh bien, de Wikitravel, on va pouvoir tout préparer en classe. On aura même éventuellement amené des copies d'écran pour voir le site, ou si on a Internet, on pourra aller voir le site en direct au début. Mais ensuite, une fois qu'on a vu le contrat social, qu'on a travaillé sur ce contrat social, sur ce que ça implique, on n'a plus besoin d'Internet. Et pour poster, on peut très bien poster, une ou deux personnes peuvent poster ensuite depuis la bibliothèque, depuis chez eux, etc., ce qui a été produit. Alors, deux diapositives, je crois, pour quelques exemples de sites qui peuvent être intéressants pour partager un savoir. Alors, Wikipédia, je crois que tout le monde connaît. Wikimini, j'ai un étudiant stagiaire qui a travaillé cela avec des élèves à Madagascar. Wikimini, c'est l'équivalent de Wikipédia pour les petits, pour les enfants. C'est l'encyclopédie pour les enfants par les enfants. Alors lui, comme il était en même temps professeur de mathématiques, il a fait travailler sur des éléments de mathématiques qu'ils ont présentés sur Wikimini, donc avec des élèves malgaches. Wikitravel, j'en ai parlé largement. WikiHow, c'est un site sur lequel, c'est pareil, un wiki sur lequel on va expliquer comment on fait quelque chose. Donc partager un savoir-faire qui peut aller de la recette de cuisine à des conseils de bricolage, etc. Wikinews, qui est un site d'actualité. Alors là, peut-être un peu plus contraignant parce qu'il faut être très, très réactif, il faut pouvoir produire des articles très rapidement pour qu'ils soient encore d'actualité. Si on veut, dans le thème recette de cuisine, il y a aussi donc des forums. Moi, je vous conseille Super-Toinette. Sur Super-Toinette, on va pouvoir justement mettre des recettes. Et là, on verra justement que l'évaluation est une évaluation sociale qui va tenir compte de ce que les internautes attendent d'un tel site. On ne va pas vous dire, vous avez fait une faute de grammaire ou une faute d'orthographe, mais on va vous dire, ah, c'était bon, c'était pas bon, parce que des personnes l'ont testé, ou dire, moi j'ai mis plus de farine, moins de farine, etc. Donc on voit que les critères d'évaluation sont aussi des critères d'action et de communication. Alors pareil, si on veut partager un avis ou une expérience, on est allé voir un film, on a regardé un film ensemble, on peut aller sur Allociné, voir ce que les autres internautes ont mis comme commentaire, comment est-ce qu'ils ont apprécié ou pas apprécié, ce qu'ils ont apprécié ou pas apprécié sur un film, et aller mettre son propre commentaire ou réagir à un commentaire d'un internaute. Si on veut réagir à l'actualité, la plupart des grands journaux ont sous les articles la possibilité de commentaires. Là, je vous ai mis 20 minutes parce qu'il y a des petits articles, donc on va pouvoir réagir. Ce qui peut être intéressant, c'est de réagir quand on est étranger, en français, à des articles sur son propre pays. Et de dire, ben voilà, moi j'ai lu cet article, je suis états-unien, voilà ce que ça a provoqué comme réaction chez moi. Partager une croyance d'enfant, alors qu'il y avait le site Quand j'étais petit, qui est devenu malheureusement inactif, il n'y a plus rien depuis 2016, mais ça vous donnera des idées. Et sinon, le hashtag Twitter, Quand j'étais petit, ou alors on peut partager justement des croyances. J'ai regardé encore aujourd'hui le dernier sur Quand j'étais petit, et quand j'étais petit, je croyais que 1 kilo de plomb était plus lourd qu'1 kilo de plume, et il m'a fallu longtemps pour comprendre que ce n'était pas le cas. Sinon, partager un désagrément, un site très populaire qui est Vidmerde, alors là, vous êtes sûr d'avoir des commentaires, des retours en quelque sorte, donc vous voyez que ça a été lu. Par contre, à la différence des autres, il y a un processus de modération
C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr, quand on va poster quelque chose, que ça va être publié. C'est les autres internautes qui vont dire, ben oui, ça mérite d'être publié ou pas. Et d'ailleurs, vos propres apprenants peuvent participer à cette modération en lisant des contributions et en se disant, ben oui, ça mérite ou ça ne mérite pas d'être publié. Si vous travaillez sur le sexisme ordinaire, il y a plusieurs sites, et moi je propose 2 hashtags sur Twitter. Le hashtag sexisme ordinaire ou vie de meuf, où là aussi on peut partager en quelques signes des anecdotes, des désagréments qui nous sont arrivés en tant que femme ou que l'on a vécu avec une femme. Voilà, ce sont donc quelques exemples. Il y en aura plus sur le projet donc eLang. Je vous ai mis l'adresse donc icml.at/i-lang. C'est pour l'instant simplement une page. Le projet est en train de travailler. Katerina Zourou, qui interviendra tout à l'heure, est aussi présente dans ce projet. Donc c'est un projet de formation à la littératie numérique. On travaillera beaucoup sur ce genre de choses. Vous pouvez suivre nos activités sur hashtag ICML-elang sur Twitter. Il y aura un atelier qui sera proposé en octobre, et à partir d'octobre, une plateforme de formation qui sera mise en place. Voilà. Bien, écoutez, je vous remercie pour votre attention, et puis je suis maintenant tout prêt à répondre aux questions que vous pourriez vouloir m'adresser. Merci beaucoup. Christian, est-ce que tu nous entends bien? Très bien. Parfait. Donc on va pouvoir prendre des questions en ligne et des questions de la salle. Alors on va peut-être commencer par une question de la salle, et tu peux également regarder les questions en ligne. Je regarde. Parlez plus fort. Bonjour, ah voilà. Bonjour, Annabelle Raclot, j'ai travaillé au CTU à Besançon. Vous allez bien? Oui. Bonjour, merci. Moi, j'ai peut-être une question bateau, évidemment, mais il fallait la poser. Et l'évaluation dans tout ça? Ah, ben voilà, Comment on pose toujours la question. Donc, voilà. Parce que je trouve ça formidable, super. Mais alors, l'évaluation, voilà, j'aimerais connaître un petit peu votre point de vue là-dessus. Comment évaluer le travail de l'étudiant et donner une note, puisque c'est ça un peu qu'on attend. Voilà. Alors évidemment, je me suis posé aussi la question, puisque j'ai été confronté à la même chose quand j'étais enseignant de FLE. Il me semble qu'il est bon de prévoir 2 temps. Un temps qui est le temps de l'action, de la communication, qui est en fait un temps où on va développer des compétences, on va développer des connaissances, on va agir sur le web. Donc on va avoir tous ces éléments-là. Et un deuxième temps qui est le temps d'évaluation. Donc ce que moi je propose, c'est qu'en fait l'évaluation ne se fasse pas sur sur cette tâche-là, mais que l'on propose en évaluation une tâche qui va être proche de celle-là, qui va donc utiliser les mêmes compétences, les mêmes connaissances, mais qui va se faire dans le cadre habituel de l'évaluation. Et avec tous les contraintes de l'évaluation, là, on va être dans de la simulation, on va être, etc. Mais c'est la proposition que j'ai, c'est ce que j'avais fait avec mes étudiants, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils avaient participé à cette tâche sur Wikipédia, moi, je leur avais demandé au moment du test final pour leur mettre une note, qu'ils présentent, j'avais donné des informations sur une ville sous forme d'éléments d'information listés, de listes, et à eux d'en faire un texte qui présentait la ville. Donc séparation en quelque sorte des 2 éléments, et
ne pas être toujours dans l'évaluation de toutes les tâches. Je ne sais pas si ça répond à votre question ou si... Ouais, très bien, merci beaucoup. Je vois que j'ai une question en privé que tout le monde ne peut pas voir. J'en ai aussi en... Donc, alors j'ai une remarque du QF, l'utilisation de vie de merde me surprend, je connais à travers mes enfants ados, mais que ça soit pour le niveau de langue requis, l'implicite et l'humour, il y a des paramètres compliqués à gérer. Alors tout à fait, vie de merde n'est pas le site le plus facile sur lequel intervenir. Je crois qu'il a quand même un avantage justement, c'est d'abord il faut un niveau quand même de langue assez élevé, même si ça a l'air très facile au niveau prérequis quand on voit ce qu'il faudrait faire, mais ça permet de travailler à partir d'un niveau B2 ou bien C1, justement tout ce qui est l'implicite, l'humour, etc. Donc il y a tout un travail. Dans les activités que je propose, il y a des activités en effet qui sont plus de niveau moins élevé. Participer à Wikitravel, ça peut se faire à partir de A2 sans problème, par des toutes petites contributions. Participer à Wikipédia ou à Vie de merde, évidemment, ça demande un niveau nettement plus élevé. On a une question de la salle aussi, Christian. Oui. Bonjour et merci pour votre intervention. Bonjour. Je me posais la question de savoir si on n'était pas limité par l'effet de nombre, à savoir si on veut intervenir sur le Wikitravel de Besançon, on va avoir 40 étudiants au premier semestre, 40 étudiants au deuxième semestre, l'année suivante, etc. Est-ce qu'on ne va pas être vite saturé ? Alors, évidemment, l'effet de nombre joue. Ce que moi je propose souvent, c'est des contributions de groupe, c'est-à-dire au moins, si vous avez 40 étudiants, d'avoir une dizaine de groupes simplement. Donc, ça permet de limiter. Vous verrez que, oui, il y a un moment où on arrivera peut-être à saturation, mais il y a d'autres sites sur lesquels on pourra travailler. Je pense par exemple sur un forum de voyage, vous avez très, très fréquemment des gens qui demandent des conseils de voyage pour aller à tel et tel endroit, donc de voir ce qui est possible. Il y a d'autres sites de voyage collaboratifs aussi où on va pouvoir participer. Donc je dirais, sur Internet, le souci n'est pas un souci de limitation. Le grand souci est justement le souci de trouver les pépites, de trouver les ressources. Et c'est un petit peu là où l'enseignant a justement un rôle qui n'est pas facile au départ, parce que c'est pas facile de trouver en effet forcément ces sites. Donc c'est d'être à la recherche de ces sites, quand on voyage quand on surfe sur Internet, sur là il y a un site, comment est-ce que je pourrais l'utiliser, etc. Mais c'est vrai qu'il y a un moment, en effet, sur un site, on va peut-être avoir un effet de saturation. Une question en ligne, Christian ? Oui, alors j'ai une question de Abdelmalek Talbi qui dit qu'il est en Algérie, doctorant en dialectique des langues. En classe, c'est l'oral scolaire qui est enseigné. En revanche, dans la vie réelle, c'est l'oral extrascolaire qui domine. À votre avis, comment peut-on faire un compromis entre les deux ? Là, j'aurais tendance à dire que je vais botter en touche sur cette question parce qu'elle m'emmènerait très loin et simplement dire qu'il me semble qu'il faudrait, si on vise une utilisation dans la vie de tous les jours, évidemment qu'il y ait que la classe ne soit pas simplement le lieu de l'oral scolaire et que les apprenants se retrouvent finalement à la fin avec une langue qui n'est pas tout à fait la langue qui est parlée à l'extérieur de la classe. Ce serait quand même dommage. Et sinon, on a une question dans la salle. De NTPS. Oui. Oui, moi je me posais la question de comment vous accompagnez vos étudiants par rapport à la question des droits d'auteur. Comment vous les accompagnez parce que bon, on sait bien qu'ils vont aller chercher des infos sur le web, etc. Est-ce qu'il y a un guide qui les accompagne pour leur demander de citer leurs sources, ce genre de choses, et en faisant un peu attention à ce qu'ils vont produire? Et du coup, quelle responsabilité l'enseignant il a à introduire ses étudiants sur des pages web totalement publiques et comment vous gérez ça?
Alors, dans l'accompagnement, évidemment, il y a un accompagnement qui est un accompagnement plus général à ce que j'appellerais la littératie numérique. Dans la littératie numérique, justement, il y a cette prise de conscience des questions de plagiat, de droit d'auteur. Donc, ça doit faire partie du travail. J'en ai pas parlé, mais c'est évidemment l'accompagnement n'est pas un accompagnement purement, je dirais, classe de langue. C'est aussi un accompagnement aussi sur trouver des informations, vérifier ces informations, ne pas recopier, citer ses sources, etc. Ça fait partie de l'enseignement et ça fait partie aussi, me semble-t-il, du travail de tout enseignant qui va travailler avec le numérique, c'est-à-dire de développer aussi la littératie numérique sur ces dimensions-là. Quant aux questions de droit, je dirais tout dépend du public que vous avez. Si vous avez évidemment un public de type lycée, collège ou alors primaire, sur certains sites, il y a une limitation. À moins il faut avoir plus de 13 ans, plus de 14 ans pour participer. Là, je dirais, il faut ensuite voir en fonction de la législation locale, puisqu'en fait, chaque pays, voire certains établissements ont des règles bien particulières, et de le faire évidemment dans le respect de cette législation, puisque en effet, vous invitez les élèves à participer sur le net. Il y a évidemment des questions juridiques qui peuvent se poser. Christian, dernière question en ligne. Oui. Alors j'avais une question de Andreas Richli qui demandait, en restant dans le contexte éducatif de type classe de lycée, concernant le Web 2.0, les élèves n'ont-ils pas du mal à s'y faire, à accepter leur nouveau statut et de sortir de la relation enseignant-apprenant évoquée? Oui, tout à fait, ça peut en effet tout à fait apparaître. C'est pour ça que il y a quelque chose qui me semble important dans ce qu'on met en place en ce moment, c'est de se dire, l'enseignant propose. Si les apprenants ne veulent pas sortir, ne veulent pas aller sur Internet, ne veulent pas participer, ce qui peut tout à fait arriver, je sais que j'ai eu des retours aussi de ce type-là, il vaut mieux qu'ils ne participent pas et se dire, ben voilà, on va faire la tâche comme une tâche cible normale, on ne va pas s'adresser à des personnes, on va faire comme si on s'adressait. Et il me semble que dans ces cas-là, il vaut mieux renoncer, on va aussi pouvoir travailler sur les objectifs, les mêmes objectifs au niveau langagier, au niveau linguistique, culturel, etc. On n'aura pas le bénéfice du travail sur des interactions, au-delà du monde éducatif. Mais je pense qu'il vaut mieux renoncer que de se retrouver en porte-à-faux. Il y a un article très intéressant publié par Anna Egenoy, deux collègues en Australie, avec des étudiants qui ont participé au Forum du Monde. En fait, il y a eu 4 étudiants qui ont participé au Forum du Monde et elles ont étudié la façon dont elles avaient été intégrées par le public du monde sur ces forums. Et il y en a 2 qui ont été très très bien acceptés, 2 étudiants américains. Même si leur français n'était pas de qualité, parfois ils ont même participé en anglais, etc. Ils ont été acceptés en fait parce qu'ils ont dit clairement au départ, on vient pour participer aux échanges, on vient pour discuter avec vous. Il y avait l'intention de participer au site comme le contrat du site en quelque sorte le prévoyait. Et 2 autres étudiants qui ont eu beaucoup plus de difficultés, parce que je crois que c'était 2 femmes, 2 jeunes étudiants dans ce cas-là, qui se sont dit, on vient ici pour améliorer notre français. Et en fait, elles ont été beaucoup moins intégrées parce qu'elles ne venaient pas avec la véritable intention du site qui est de communiquer, d'échanger, etc. Donc il me semble que c'est quelque chose qui est... Je ne sais pas si vous m'entendez encore, mais... Oui. Oui, on est sur le point de terminer. Oui, d'accord, parce que mon ordinateur s'est mis en veille, je ne sais pas pourquoi. Donc, et ça me semble important. Donc, si les étudiants, si les apprenants ne veulent pas, il vaut mieux rester, renoncer. Merci beaucoup, Christian. Merci pour ton intervention. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation, pour l'attention. On aura le plaisir de te voir. Moi, je ne pourrais pas rester en ligne. Il n'y a aucun problème. Voilà, parce que j'ai un conseil. Merci, au revoir. Au revoir, Christian. Merci beaucoup. Merci encore.